Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Archétype Podcast. Monsieur Talek, ça va, vous allez bien? Je vais très bien, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, Monsieur Talek, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets, notamment l'école LASA plus D, l'école d'architecture ici à l'UM6P. Vous aviez été récemment le directeur de cette école, depuis janvier, si je ne me trompe pas. En effet, depuis début janvier, je suis à l'école en tant que directeur. J'y étais avant en tant qu'enseignant. Exactement. Et nous aimerions que vous nous parlez de votre parcours et comment ça s'est passé, vos premières années d'architecture, etc., en tant qu'étudiant. Et par la suite, comment vous en êtes arrivé là, justement. Alors, je vous remercie encore une fois pour l'invitation. En ce qui concerne mon parcours, j'ai débuté mes études d'architecture en 2000, après avoir eu mon baccalauréat sciences. Et pendant 6 ans à Rabat, j'ai appris avec des profs éminents et tout. Par la suite, en ayant mon diplôme, j'ai enchaîné sur un court passage à l'école de cinéma à Marrakech, les SAV. Et par la suite, j'ai été fixé sur l'amour que je portais pour l'architecture. Donc j'ai décidé de créer mon agence en 2008. Donc ça fait quelque chose comme 17 ans maintenant. Et j'ai pu travailler sur différents projets de différentes échelles, différents programmes aussi, mais principalement sur les questions de l'éducation. Donc ce qui revenait souvent, c'est les établissements scolaires et aussi universitaires. Excellent. Alors, pour commencer un peu et s'introduire dans les questions, la première qu'on souhaite vous poser, c'est comment définirez-vous l'architecture ? C'est quelque chose que j'ai souvent partagé avec les étudiants, notamment avec vous cette année. Donc, c'est comme ça que j'introduis la discussion autour de l'architecture avec mes étudiants d'atelier. C'est le fruit de plusieurs années de petits ajustements pour avoir justement une définition la plus complète possible de mon point de vue. Actuellement, je suis satisfait de celle-ci. Pour moi, l'architecture est la traduction spatiale, poétique, bienveillante, j'insiste sur ce mot, des aspirations humaines à une vie meilleure. Excellent. Et aussi sur la temporalité. Quand on parle d'aspiration, justement, on parle du futur, parce qu'on aspire toujours à un futur meilleur. Donc, en ce qui concerne le rapport de l'architecture au temps, il y a aussi une formule que j'utilise souvent avec vous, qui est la suivante. Pour moi, l'architecture, c'est le passé conjugué au futur dans le présent. En fait, le plus important dans cette formule, c'est de montrer la continuité de l'architecture à travers le temps et en donnant l'importance à l'enseignement du passé, le bagage accumulé à travers les âges et à la capacité d'utiliser tout ce savoir-faire en projetant un avenir meilleur, c'est-à-dire quelque chose sur le futur, mais toujours dans des moyens définis par ce qui est disponible dans le présent. Donc, d'où la formule. Alors, Monsieur Talek, la question que je voulais poser maintenant, c'est est-ce que cette définition, qui a un peu résumé l'architecture pour vous, est-ce qu'elle se traduit par une vision que vous portez maintenant pour l'école au futur ? Forcément, parce que justement, pourquoi autant de mal pour donner une définition à l'architecture, c'est dans le but de mettre en avant ce qui est essentiel dans notre discipline. Donc, ça coule de source qu'en effet, il va falloir se baser dessus pour constituer le socle d'une nouvelle vision pour l'école d'archi, tournée vers l'humain comme étant au centre de la démarche architecturale et venir alimenter tout cela par du savoir-faire et du contenu qui va dans le sens d'une nouvelle manière de faire l'architecture. Donc, en tant qu'étudiant, on a toujours été confronté à l'analyse du site, à l'analyse du contexte. Et des fois, c'est des concepts qui sont abstraits pour un étudiant. Donc, on se pose la question pour cette nouvelle vision de l'école, comment elle compte intégrer finalement le contexte marocain dans son apprentissage et dans sa formation.
Si tu permets, j'ai envie de l'élargir un peu plus, c'est-à-dire que Allez-y. ne pas se contenter forcément que du contexte marocain, mais aller chercher la question du contexte régional et aussi continental, parce qu'on a en commun beaucoup de réalités au sein des problématiques qui se posent, notamment dans les villes africaines, ainsi de suite. Donc, la question du contexte, que ce soit local, régional ou continental, s'impose comme quelque chose de primordial dans le contenu des cours et des contenus justement qu'on partage avec nos étudiants. Donc, c'est clair que la question du contexte est indispensable en architecture et qu'une architecture, quand elle est conçue pour un lieu et pour une réalité, une spécificité de ce lieu, d'un point de vue social, d'un point de vue démographique, d'un point de vue climatique, d'un point de vue naturel, paysager, ainsi de suite. Et que quand on conçoit une architecture pour ce lieu-là, elle est indissociable et du coup impossible à exporter ailleurs. Et pour nous, c'est quelque chose de central. C'est pour ça qu'on est en train de revoir les contenus des cours pour accentuer l'importance de cette idée-là, notamment en revoyant les contenus, ne serait-ce que sur la question de l'histoire et théorie d'architecture, pour retrouver un peu plus d'informations sur ce qui se passe en Afrique, les architectes africains, les architectes de notre région à nous, la Méditerranée, l'Afrique du Nord. Donc on est en train de, justement, Moyen-Orient aussi, comme les expériences de Hassan Fathi, aussi un peu plus vers le Moyen-Orient, comme les expériences de Rassim Badran, ainsi de suite. Donc on est en train d'essayer de recentrer, de replacer le centre de gravité de cette histoire d'architecture vers quelque chose d'un peu plus local, un peu moins eurocentré, j'ai envie de dire, parce que c'est des réalités complètement différentes, c'est des climats complètement différents, c'est des cultures complètement différentes. Donc on est en train de revoir ce genre de questions dans ces contenus sur la question de l'histoire. Parfait. Super. Non, c'est super. C'est exhaustif, je pense. Ouais. Donc je pense qu'on est en train d'essayer de donner ou de présenter une architecture identitaire. Mais la question qui se pose maintenant, est-ce que ces cours à eux seuls suffisent pour faire de nous, étudiants, d'excellents architectes au futur ? Je te remercie infiniment pour cette question. En effet, on fait tout pour que les contenus des cours, et les contenus des ateliers, les contenus de toute l'expérience qu'on veut vous offrir au sein de la SAP+D sur 6 ans soient la plus complète possible, mais jamais le contenu d'un parcours ou d'un cursus scolaire ne suffit à lui seul de former un architecte accompli, parce que être architecte, c'est aussi une expérience de vie, donc un certain nombre de bagages qu'on accumule par notre expérience, notre vécu personnel. Donc au contraire, nous, au sein de la SAP+D, on veut vous encourager à aller vers l'aventure, à voyager beaucoup, à découvrir de nouvelles contrées. D'ailleurs, on essaiera du mieux qu'on peut de vous encourager à vous exposer à d'autres cultures, en mettant en place un certain nombre d'échanges, un certain nombre de partenariats avec des écoles à l'international, dans le but de vous permettre justement mais vous gardez seul la capacité à évoluer vers des chemins individuels en utilisant le contenu qu'on aura partagé avec vous comme socle de base, mais pour aller justement l'enrichir à votre manière, selon vos choix personnels et vos convictions. Alors, je voulais aborder une anecdote, celle de lorsqu'on formulait nos sujets de PFE. Je pense que plusieurs de mes camarades et Salah aussi avaient abordé les sujets de technologie ici à l'architecture. Surtout, on parle surtout d'intelligence artificielle, de BIM, de IoT, de domotique et toutes ces technologies. C'est pour poser la question simplement, quelle est la place de tout ce progrès technologique dans la formation justement des futurs étudiants ici à la SAP+D. Surtout qu'on pense que vous en êtes un peu réticent de tout ce sujet.
Je ne suis pas forcément réticent à la question de la technologie en architecture. Je veux juste qu'on la replace à sa juste place parce que, Oui. Ismaël, on a parlé quand on a discuté des différents sujets de PFE que vous êtes en train de préparer pour l'année prochaine. La question s'est posée à plusieurs reprises sur la place de la technologie dans vos projets et j'ai senti que ça prenait justement une place un peu trop prépondérante. Et de mon point de vue, les sujets d'architecture peuvent exister de manière complètement indépendante de cette technologie-là et que la technologie en question reste un outil et pas une finalité en soi. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il fallait faire la différence entre les questions architecturales et urbaines qui se posent de nos jours dans les contextes urbains qui sont les nôtres, Oui. devraient peut-être aborder de manière complètement indépendante sur cette question de technologie. Et que les solutions ne sont pas forcément des solutions qui tournent autour d'usage de gadgets ou de mise en place de logiciels ou d'outils super performants avec des super calculateurs et tout. Je reste convaincu que l'architecture est le fruit principalement d'une question de bon sens chez l'être humain et que ce que peut apporter la technologie dans ce cas-là, c'est peut-être une question d'efficacité, de gain de temps et pas forcément remplacer la manière de faire et l'intelligence humaine. Voilà. Exactement. Parfait. Donc en parlant de PFE, on sent un peu que notre temps est plus proche que jamais. Et du coup, en tant que lauréat, en tant que jeune architecte, quels sont selon vous les débouchés pour un jeune architecte aujourd'hui au Maroc? Alors, les débouchés, on a plusieurs, mais l'ambition première de l'école d'architecture ici à l'UM6P, c'est de faire de vous les meilleurs praticiens possibles. Donc, on essaie de vous donner les outils qui vont me permettre de passer d'une idée à un bâtiment. Donc, être sur du concret, être des constructeurs, des bâtisseurs de demain. Et pour cela, on doit vous mettre à votre disposition un savoir-faire technique sur le volet constructif, un savoir-faire sur la dimension conceptuelle, une connaissance du contexte, une culture générale suffisamment large qui vous permettra d'aborder les questions de manière encyclopédique et de ne négliger aucune dimension de l'acte architectural. Et par la suite, effectivement, le reste, c'est votre sensibilité personnelle, votre capacité à innover, à créer, qui fera forcément la différence. Mais ce n'est pas la seule débouchée possible. Justement, si vous avez remarqué, on essaie aussi de vous former sur des questions d'entrepreneuriat. Donc, la capacité de porter des projets autres que le simple exercice de l'architecture dans le cadre d'un cabinet d'architectes avec une équipe de concepteurs et tout. Mais le but étant que vous commenciez aussi à réfléchir comme des start-upers, porteurs de projets, aborder la question des besoins, trouver des solutions à des problématiques qui se posent et qui doivent être résolues en dehors du cercle de la conception architecturale. Donc oui, on compte sur vous aussi pour commencer à aborder la question de ce point de vue-là. Sinon, il y a d'autres choix, d'autres débouchés. On réfléchit, d'ailleurs, on remarque avec l'expérience qu'on a mis en place en demandant en 6e année d'être des accompagnateurs sur les cours d'ateliers d'architecture. On veut aussi que vous soyez dans une démarche de partage de connaissances les années à venir, en allant peut-être apprendre davantage de choses ailleurs et revenir à l'école pour partager vos expériences avec les plus jeunes. Donc, la question de l'enseignement aussi est une voie possible pour quelques-uns d'entre vous qui sont intéressés par ça. Excellent. Alors, on dit souvent que l'architecte et l'étudiant architecte est un touche-à-tout. Il fait plusieurs choses, il dessine, il conçoit, il règle des problèmes, etc. Mais si l'architecte devrait avoir une qualité essentielle
sur laquelle il doit investir, c'est quoi quelle est cette qualité que... Ouais, alors pour moi c'est très simple, je dirais que c'est la flamme intérieure, c'est le feu qu'il porte en lui, la passion qu'il a pour ce métier, D'accord. parce que ça fait vraiment la différence. Ça peut paraître un peu une phrase un peu Bisounours. sortie des bisounours, sortie des revues, Oui. de papier glacé et tout, mais c'est réel. Oui. Ce qui fait vraiment la différence, c'est ça. Parce que on peut, il y a une formule d'un architecte français qui s'appelle Rudy Ricciotti qui dit que l'architecture est un sport de combat. Moi, j'aime bien une formule un peu plus subtile, un peu plus fine, où je dis que l'architecture est un art martial, pour parler de la difficulté de ce métier et de la nécessité d'user de savoir-être pour dépasser les contraintes et tout. Et quand on n'est pas justement armé par un grand amour pour ce métier, une grande passion, on peut facilement se laisser abattre par les obstacles qui peuvent se mettre au travers de notre route. Donc pour moi, oui, la passion, c'est ce qui fera la différence, parce que tout le reste, ça peut s'apprendre dans des livres, ça peut s'apprendre en faisant appel à des gens pour nous aider, posant la question aux bonnes personnes et tout. Mais ce qui fait la différence, encore une fois, c'est le feu intérieur. Alors maintenant, plus concrètement, après son parcours à l'école, comment un jeune architecte pourrait trouver ses premiers clients et notamment accéder aux grands maîtres d'ouvrage au Maroc? J'ai l'impression que c'est typique de la nouvelle génération qui est super pressée pour arriver à de gros résultats, mais je peux vous assurer que ça demande beaucoup d'efforts que de prouver sa valeur sur le marché du travail, j'allais dire, mais plutôt dans le milieu de l'architecture, parce que pour démontrer son savoir-faire, c'est la fameuse formule du serpent qui se mord la queue, parce qu'il faut avoir construit pour qu'on vous fasse confiance. Maintenant, comment construire pour qu'on vous fasse confiance? Il faut de l'expérience Donc, pour travailler. Il faut travailler pour avoir de l'expérience. Justement, donc c'est pour ça que j'estime qu'il est nécessaire quand même de faire vos armes au sein des plus grands cabinets, pas forcément qu'au Maroc, mais d'aller chercher de l'expertise ailleurs. Et de revenir et de tenter vos chances, parce que maintenant la question des concours d'architecture et des appels d'offres ouverts est devenue aussi un moyen qui met tout le monde à égalité. Donc ça peut être quand même une question de talent qui s'exprime, qui peut faire facilement la différence, mais ça ne peut pas venir du jour au lendemain et encore loin immédiatement après un diplôme. Il faut quand même apprendre sur le tas, même si on essaye quand même à l'école d'archi de mettre en place un certain nombre de stages, de choses qui vont vous permettre de toucher du doigt ce qui se fait sur le terrain. Mais je reste convaincu qu'ils font un passage après l'école d'archi pour apprendre encore plus et revenir avec un savoir-faire, se frotter à la réalité des opportunités qui vont être les vôtres. Excellent. Alors, ce qu'on fait avant de clôturer chaque épisode, c'est demander à l'invité certains ouvrages. Dans ce cas-là, les jeunes architectes qui vont intégrer l'école l'année prochaine, quels sont les ouvrages, on va dire, structurants qu'ils peuvent lire et qui vont les aider grandement lors de leur intégration à l'école? Ouais, on vient d'avoir la discussion il y a quelques jours avec l'équipe pédagogique, et on s'est posé la question sur quel sujet on devrait se concentrer pour l'enseignement en première année. Et ce qui revient justement de manière très insistante, c'est de donner la possibilité à ces jeunes-là d'avoir un regard qui se pose sur l'architecture qui soit différent du commun des mortels. Donc la question du regard et de la capacité de comprendre l'architecture est importante, et sur ce sujet il y a énormément de livres qui ont été écrits. Voilà, je citerai rapidement La poétique de l'espace de Gaston Bachelard, La dimension cachée, L'espace vivant, Jean Cousin, toutes ces choses-là qu'on a appris. Bruno Zevi, Apprendre à regarder l'architecture, je pense que c'est la bonne formulation. Mais
tout ça, je mettrai de côté. J'insisterai sur un texte beaucoup plus simple, d'une sensibilité extrême, d'un architecte que j'admire beaucoup, architecte suisse, qui s'appelle Peter Zumthor, que vous connaissez très bien, qui s'appelle Atmosphère. Il a aussi écrit un autre essai qui s'appelle Penser l'architecture. Donc justement, c'est deux petits textes d'une trentaine de pages chacun qui montrent je l'ai pas encore remis à quel vous devriez le faire très très vite, dans le but de partager justement ces contenus. Donc je disais, ces deux textes qui me paraissent centraux dans la manière avec laquelle on peut apprendre à regarder l'architecture. C'est écrit avec beaucoup de sensibilité, en insistant sur la question de l'émotion, la question du rapport personnel au lieu, en décrivant des petites sensations, des détails dans des lieux précis, ainsi de suite. Et je pense que c'est, en tout cas quand je les ai lus, moi je les ai lus après l'école d'archi, et ça a été décisif dans ma manière en tout cas de ressentir la dimension sensible en architecture de manière beaucoup plus forte. Excellent. Écoutez, Monsieur Tariq, on est heureux que vous soyez parmi nous aujourd'hui et que vous soyez parmi nous depuis janvier à l'école. Et on souhaite que du bien, Inch'Allah, au futur pour l'école et pour vous. Et merci encore une fois pour cette... C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la possibilité de parler de l'école et de parler des projets futurs que j'espère être les plus prometteurs. Excellent, le plaisir est partagé. Et merci encore pour nos auditeurs. On se revoit, Inch'Allah, pour un nouvel épisode d'Architecture Podcast. Merci. Merci à vous.